Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Notre journal de ce mercredi 3 février en Afrique centrale. Le 4 janvier est une date symbolique en République démocratique du Congo. C'est en cette journée que sont célébrés les martyrs de l'indépendance de cet ancien Zaïre. En ce début d'année, les hommages ont fleuri du côté de la communauté congolaise du Cameroun, une communauté qui a célébré jusqu'au vendredi cet événement. Les activités se sont pour la plupart déroulées au sein même de l'ambassade de la République démocratique du Congo de Yaoundé. Romaric Tenda et Stéphano y étaient. Oh Patrice, Alorae, oh Désiré, Kabila. Ils sont venus des 4 coins du Cameroun pour célébrer la semaine de leurs héros nationaux. Toute une semaine dédiée à Patrice Lumumba et Laurent Désiré Kabila, tous deux qui représentent pour le peuple de la RDC des leaders patriotiques. Nous qui sommes dehors, nous sommes loin de notre pays, de notre terre, où le sang de nos compatriotes, le sang de nos héros qui ont été versés. Parce que c'est la terre du Congo qui a reçu ce sang-là. On devait être là, vivre cet instant-là quand même. Mais c'est que la mission diplomatique a fait ça ici au Cameroun. Nous sommes très fiers de notre mission diplomatique. Les souvenirs que je garde, primo pour Lumumba, c'est un héros national, celui qui a lutté pour avoir l'indépendance en 1960, et pour le Laurent Désiré Kabila, qui nous a libérés dans une situation catastrophique qu'on vivait avant son apparition. Mais pour quelles raisons célèbre-t-on ces deux à la même période? Le premier, Patrice Lumumba, a été assassiné le 17 janvier 1961, alors Premier ministre. Il est considéré au Congo comme étant le leader charismatique qui a donné sa vie pour l'indépendance de son pays. Le second, Laurent Désiré Kabila, a quant à lui été assassiné le 16 janvier 2001 dans son palais, alors qu'il s'apprêtait à se rendre au 28e sommet France-Afrique, à Yaoundé. Pour beaucoup, il était le fils politique du premier et aurait impulsé un élan de développement dans le pays avant son assassinat. 55 années passées, mais les souvenirs de ces deux assassinats restent frais dans les mémoires des Congolais. On doit reconnaître ces gens là-bas qui sont morts pour nous. Voilà, ces deux héros ont donné leur vie pour les Congolais. Par une mort vraiment sauvage, par une mort extrajudiciaire, par une mort cruelle. L'ex-Zaïre a connu dans les années 1960 une forte domination coloniale de la Belgique. Certains pays d'Afrique, à l'instar du Cameroun où cette célébration a eu lieu, n'ont pas encore la culture des hommages à leurs héros. L'exemple de la RDC pourrait-il inspirer ces pays? Lumumba est peut-être mort assassiné, mais il continue d'être adulé. Un mot de santé à présent, direction le Bénin, où le directeur national du ministère de la Santé a annoncé hier 20 cas suspects de fièvre Lassa dans le pays. Parmi eux, 2 membres du personnel de santé. Ces cas, dont 9 décès, ont été répertoriés dans un seul district du centre du pays. Le Bénin avait déjà été touché par une épidémie de fièvre Lassa, c'était en octobre 2014. Pour cette nouvelle épidémie, le tout premier cas a été enregistré, lui, le 5 janvier dernier à l'hôpital de Saint-Martin de Papané, dans la commune de Tchaourou. Pour le moment, seul cet établissement serait touché et une unité d'isolement a été mise en place. L'UNICEF rapporte par ailleurs que des stocks de ribavirine, un médicament qui permet de soigner cette maladie, ont été envoyés à Tchaourou ainsi qu'à Cotonou. L'Organisation mondiale de la santé définit la fièvre de Lassa comme une infection virale de la même famille que le virus de Marburg. Lassa est le nom d'une localité du nord du Nigeria où l'infection a été détectée en 1969. Une épidémie est actuellement en cours dans 17 États du Nigeria et elle a déjà fait 84 morts. Justice à présent, Johannes Tomana, le procureur du Zimbabwe, comparé devant un tribunal à Harare. M. Tomana est accusé d'obstruction à la justice. Il aurait abandonné des charges qui pesaient contre un homme accusé d'avoir voulu poser une bombe dans une laiterie appartenant à la famille du président Robert Mugabe. Plus encore, Johannes Tomana est accusé par le parquet du Zimbabwe d'avoir autorisé la libération de 2 suspects accusés de trahison dans le cadre de cette même affaire.
Libération sans poursuite. Et parmi les 4 accusés au total, 2 personnes non concernées par cet abandon de charge sont-elles toujours maintenues en détention. L'an dernier, M. Tomana avait été condamné à 30 jours de prison pour abus de pouvoir. Il avait refusé de poursuivre un député de la majorité accusé de viol. Le procureur avait échappé à la prison en acceptant finalement de poursuivre le député. Yohannes Tomana est un magistrat controversé au Zimbabwe. En 2015, il avait notamment provoqué la colère de la première dame, Grace Mugabe, en déclarant que les filles de 12 ans devaient avoir le droit de se marier. Écoutons quelques commentaires d'un avocat zimbabwéen concernant la dernière accusation à l'encontre de M. Tomana. Cela arrive un peu comme une grâce à la Constitution même, donc je suis heureux pour la Constitution. Le procureur général est indépendant dans la décharge de ses fonctions. Certainement que cette décharge, à mes yeux, ne peut être revue par la police. C'est alors que l'on s'attire des ennuis sérieux. Où s'arrête-t-il ? Justice toujours au nord du continent à présent. Le grand procès de corruption de l'entreprise Sonatrach se poursuit. Hier mardi, en Algérie, des peines de prison ont été prononcées dans le cadre de cette enquête sur ce géant du pétrole, considéré comme la première société d'Afrique. Hier, un tribunal d'Alger a prononcé 8 peines de prison, allant de 18 mois avec sursis à 6 ans ferme et assorties pour la plupart d'une amende. 7 acquittements ont également été prononcés. Quant aux sociétés mises en cause, 4 ont été condamnées à des amendes allant de 4 à 5 millions de dinars, soit 34 000 à 42 500 euros. Parmi elles, les importantes entreprises italiennes Saipem et allemandes Funkwerk. Ces 15 personnes ainsi que ces 4 sociétés étaient accusées d'association de malfaiteurs, de détournement de fonds publics, de blanchiment et de corruption dans le cadre de marchés conclus de gré à gré avec des compagnies étrangères. Déjà reporté en plusieurs fois, le procès de la Sonatrach a duré 1 mois. Le jugement qui a tenu en haleine tous les Algériens a largement alimenté la presse nationale. L'histoire de l'Afrique avec cette anecdote plutôt surprenante. Il y a 3 ans, Éric Manu a quitté son Ghana natal pour se rendre au Canada. Là-bas, il est devenu jardinier et il a fondé sa famille. Mais depuis, il a été rappelé dans son Ghana natal par les siens dans le but de devenir chef de sa tribu, les Akans. Après la surprise de la nouvelle, c'est la conscience du devoir à accomplir dans l'intérêt de son peuple qui a pris le dessus. Écoutez Éric Ofori Manu après cette cérémonie d'intronisation. C'est premièrement une bénédiction, deuxièmement un grand changement dans ma vie, troisièmement le choc de ma vie et quatrièmement je me sens triste. C'est un choc simplement parce que je n'ai jamais pensé que ce jour viendrait, que je serais habillée de cette façon, que je serais reconnue de cette manière, même si j'ai été choisie comme chef ou leader d'une communauté ou d'une ville. La communauté peut avoir des dirigeants de transition, mais à cause du système, il peut y avoir de la corruption. Les gens en ont assez. Ils veulent s'en débarrasser. Ils veulent le changement. Pour moi, pour entrer dans le système, la règle numéro 1, c'est la responsabilité et la règle numéro 2, la transparence. Il faut que je sois fidèle à mes sujets. Si nous ne sommes pas patients, nous allons attirer les mauvaises personnes pour investir sur nos terres. Mais avec de la patience, nous aurons les bonnes personnes qui investiront dans nos communautés pour que nos communautés en profitent, pour que nos terres ne soient pas utilisées à mauvais escient. Et quant au sujet de ce nouveau chef de tribu, ils expriment autant leur joie que leurs attentes envers leur nouveau chef. Nous avons des attentes. Nous avons besoin d'une bibliothèque, d'un centre informatique, d'une école primaire et d'un lycée méthodiste. Nous souhaitons sa venue. Il va nous aider à installer des infrastructures dans notre communauté. Notre village n'a pas eu de leader pendant trop longtemps. Il n'y a pas eu de gouvernance efficace depuis que notre ancien chef a abdiqué il y a 5 ans. Nous sommes heureux que les sages aient choisi Ofori pour devenir notre nouveau chef. À l'international, le Brésil a fêté hier la déesse de la mer. Des centaines de personnes étaient rassemblées à Rio de Janeiro dans la baie de Guanabara pour rendre hommage à Iemanjá. Cette orisha, mot qui désigne les divinités, est honorée dans le candomblé, cette religion afro-brésilienne. Après un défilé dans les rues de Rio de Janeiro, les fidèles de toutes origines ont procédé à des offrandes et à des prières. Ils ont ensuite embarqué à bord d'un bateau pour se rendre au milieu de la baie de Guanabara pour y jeter des fleurs en se recueillant.
Les chants et les danses qui ont été démarrés sur la terre ferme se sont également poursuivis à bord de l'embarcation. Les hommages à Yemanja ont traditionnellement lieu le 31 décembre. Le 2 février correspond lui à la date qui célèbre Notre-Dame des Navigateurs, la plus grande fête en l'honneur de Yemanja dans l'état de Bahia. Écoutez, ces fidèles qui expliquent l'importance de cette tradition et notamment pourquoi ils font des offrandes à la déesse de la mer, Yemanja. Les fleurs, c'est parce que c'est pour une orisha femme. Et quelle femme n'aime pas les fleurs? Qui n'aime pas le parfum, les bijoux, les peignes, les miroirs? C'est pour ça qu'on lui offre ça, parce que c'est une femme. Yemanja est la mère de toutes les divinités et c'est elle qui nous guide sur le chemin de la santé, de la prospérité, de la paix et c'est ce dont on a besoin dans la vie. Elle est très importante parce que c'est la mère de toutes les divinités orisha. Et rendre hommage à Yemanja, c'est rendre hommage à toutes les divinités ancestrales depuis des millénaires. C'est très gratifiant. C'est la première fois que je suis là et je suis très émue. Et retour sur le continent africain pour clore ce journal. Au Kenya, des scientifiques tentent de sauver une espèce de zèbre menacée, le zèbre de Grévy. Pour cela, ils recensent tous les animaux grâce à leurs rayures, sorte de code-barre naturel. Au nombre de 15 000 dans les années 1970, ces zèbres de Grévy seraient aujourd'hui plus que 3 000. Reportage. Reconnaissable à ses grandes oreilles arrondies et à ses fines rayures, le zèbre Grévy est la plus grande des 3 espèces de zèbres, mais surtout la plus menacée. Si l'on comptait environ 15 000 spécimens à la fin des années 70, on estime qu'il serait moins de 3 000 aujourd'hui. Raison pour laquelle Daniel Rubenstein, professeur en zoologie, a lancé un gigantesque recensement dans le nord du Kenya afin de déterminer le nombre exact de gréviers restant dans le pays. On essaie de comprendre combien il reste de zèbres grévis sur la planète. Et 99% d'entre eux vivent au Kenya, donc on essaie de faire le recensement au Kenya. Plutôt que de faire un camp d'une journée, nous essayons de nous organiser pour capturer des animaux le premier jour et les comparer ensuite avec les animaux de la deuxième journée, en utilisant la reconnaissance de bandes individuelles. Scientifiques, population locale et même touristes, tout le monde est appelé à aider au recensement qui s'effectue dans 45 comtés du Kenya. Le concept est simple, prendre un cliché avec un appareil photo équipé d'une puce GPS, rentrer les images dans un logiciel et ensuite le programme analyse les zébrures de l'animal qui fonctionne comme un code-barre naturel. Chaque équidé possède en effet un schéma unique. Ça correspond parce qu'il y a beaucoup d'informations caractéristiques ici qui correspondent là. Et ici, sur la croupe, il y a aussi beaucoup d'informations caractéristiques avec ces rayures sinueuses qui correspondent à celles-ci. Et on a un taux de réussite assez élevé. Maintenant, on est plutôt confiant grâce à ces taux et à l'analyse visuelle de ces images que ce sont les mêmes individus. Parmi les recenseurs d'un jour, des étudiants américains. Pour certains d'entre eux, c'est la première rencontre avec des animaux sauvages. Je n'ai jamais vu un zèbre dans la nature en liberté, donc en voir un qui est menacé, c'est incroyable. Cela nous donnera une bonne idée du nombre d'animaux encore en vie et s'ils se reproduisent. Et nous avons eu la chance de voir un bébé hier, donc c'est vraiment bien. Longtemps chassé pour sa viande et sa peau, le zèbre Grévy est aujourd'hui respecté par les populations locales. Si le programme de Daniel Rubenstein s'avère être un succès, il pourrait par la suite être utilisé pour tous les animaux dotés d'un pelage à motifs, un atout précieux dans la lutte pour la préservation de la biodiversité. C'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 3 février 2016. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain jeudi pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Bonne suite de programmes sur Vox Africa.